Bonsoir et bienvenue sur Balafon Télévision. Les effondrements d'immeubles dans la ville de Douala sont devenus un véritable phénomène social. Samedi dernier, 11 juillet 2026, selon un bilan actualisé des autorités locales, 7 personnes ont perdu la vie des suites d'un effondrement d'un immeuble de 2 étages. Un bilan qui pourrait s'alourdir. Le drame s'est produit au quartier Bonamoussadi dans l'arrondissement de Douala 5e. La communauté urbaine de Douala, dans un communiqué, a fait savoir que l'immeuble avait déjà été identifié comme présentant un risque d'effondrement. Le bâtiment avait été évacué et mis sous scellé, mais les occupants l'auraient réinvesti en violation des mesures de sécurité. Un drame qui n'est pas isolé. Le 3 juin dernier, au quartier Bipanda Omnisport à Douala, un immeuble de 3 étages s'est effondré, faisant 5 victimes sorties des décombres, dont 4 blessés. En juillet 2023, il y a 3 ans, l'effondrement d'un immeuble de 4 étages au quartier Ndorboun, toujours à Douala 5e, faisait au moins 40 morts et plus de 20 blessés. Absence de permis de bâtir, maisons construites sans respect de normes techniques, utilisation du mauvais matériel, construction sur des zones interdites, non-respect des règles environnementales, vétusté des habitations sont entre autres pointés du doigt par les autorités publiques, ce qui donne lieu de s'interroger sur la persistance du phénomène des effondrements d'immeubles dans la ville de Douala. Et pour en parler, nous recevons le docteur Fomo Bruno, expert en génie civil, dans le cadre de l'entretien de ce jour au Grand Plateau. Mais d'abord, le journal. Bienvenue sur Balafon Télévision une fois de plus. Ouvrons cette édition d'information par l'affaire Martinez-Zogo. Eco affirme être victime de menaces de mort. Cette révélation, faite à la fin de la contre-interrogation de l'expert Ouloumou, est l'un des faits marquants de l'audience au tribunal militaire. L'ancien patron de la DGRE a indiqué espérer être encore en vie lors des prochaines audiences. La séance était consacrée à l'examen du témoignage de l'expert. Elle a également été marquée par l'intervention de Maître Clément Ananga, avocat de Martin Savom, qui a demandé à l'expert de justifier les conclusions établissant, selon lui, l'implication de son client dans cette affaire. Nous vous proposons d'écouter Maître Clément Ananga au micro de Julien Bapungué. Tout le monde ici avait été convaincu à un moment donné de l'existence d'un second commando qui serait finalement celui qui aurait ôté la vie à Martinez-Zogo. Je crois qu'aujourd'hui, les certitudes, les convictions ne sont plus les mêmes. L'accusation sur cet aspect-là est en train de s'effriter. Vous avez entendu vous-même l'expert vous dire qu'on ne peut plus parler aujourd'hui d'un second commando. Je suis particulièrement intéressé par cet aspect parce qu'on avait suggéré que ce deuxième commando avait justement été conduit par mon client Martin Savon. Donc, je suis content du cours que prennent les événements. Disons qu'une expertise résout plusieurs questions. Et en fonction des intérêts des uns et des autres, on peut trouver qu'un rapport est bon ou alors qu'il n'est pas bon sur certains aspects. Vous avez vu des avocats d'une partie encenser ce rapport pendant que d'autres ne le partagent pas du tout. Moi, personnellement, je suis un peu partagé parce que vous avez vu aujourd'hui un expert qui vous dit de ne pas considérer ce qui est écrit. Donc, je n'étais pas d'accord avec ce qui était écrit, mais la cross-examination s'est tellement bien passée que l'expert lui-même est revenu sur ce qu'il avait écrit. Vous avez suivi comment il vous dit, ne lisez pas ça, effacez cette partie-là. Toujours dans le cadre du tribunal militaire, cette fois à Douala, l'affaire Issama renvoyée au 10 août.
Retour donc justement devant la justice pour André Blaise Essama. L'activiste comparaissait ce lundi devant le tribunal militaire de Douala où il est poursuivi pour apologie des crimes contre la sûreté de l'État, une infraction prévue et réprimée par l'article 267 du Code pénal. Après les échanges entre le ministère public et la Défense, l'affaire a été renvoyée au 10 août prochain afin de permettre au commissaire du gouvernement de préparer ses réquisitions finales. Le reportage de Jessica Tenos-Maché et Fondrine Barquez. Activist André Blaise Essama and his alleged accomplice, identified as Zepang, appeared before the Douala Military Court to answer charges brought against them. He justified the crimes against national security. So that is why he's being prosecuted. When it concerns, as for Mr. Zepang, the charges held against him are disturbing public service, which is being punished by Article 185 of the Penal Code. Elaborating further, Monday's hearing focused on cross-examination and re-examination. The hearing of today was all about getting into the merits of the case. So in the merits of the case, we actually examined the accused. So we did examination in chief, cross-examination, and re-examination. The case was adjourned to August 10th, 2026 to allow the government commissioner ample time. Barrister Asong says he and his team are preparing strong arguments for their clients. You know that according to criminal law, when you look at Article 74 of the Penal Code, it provides that anybody who commits an act must intentionally do it. So it means that for an offense or a crime to be constituted, we need three elements. First of all, need the legal element, which is the Penal Code. Then we need the material element, which is the act or the action that was being done or committed by that person. Then the last thing and most important, we need the intention, which is the mens rea, meaning that this person should have had the intention to commit this crime. But of course, what we actually realized in this hearing is that even the corpus delicti, the materials which the prosecution was supposed to have to actually condemn my client were not sufficient enough. Activist André Blaise Essama was arrested in November last year amid post-electoral violence. Effondrement d'immeubles à Bonamoussadi, l'après-catastrophe, on en parle. L'émotion reste vive à Bonamoussadi, donc après l'effondrement d'un immeuble qui a fait plusieurs morts et blessés. Entre deuil, inquiétude et perte matérielle, les populations tentent de se relever tout en attendant des réponses et des solutions. Suivons ce reportage signé de notre stagiaire Ida Meuteux et Loïc Tegia. 2 jours après l'effondrement de cet immeuble, les traces de la catastrophe sont encore bien visibles. Si les opérations de secours sont terminées, le quartier reste meurtri par ce drame qui a coûté la vie à 8 personnes, tandis que plusieurs blessés poursuivent leur prise en charge à l'hôpital. Les riverains, eux, tentent peu à peu à reprendre le cours de leur quotidien. Certains reviennent avec émotion sur les événements qu'ils ont vécus, tandis que d'autres essaient de retrouver une vie normale après le traumatisme. Quand il est entré prendre le sac, le big bac de charger ses cartons, il voit que la dalle est en train de donc il voit qu'on est en train de descendre. C'est là où il réveille ses frères que sortez, la maison est en train de s'écrouler. Ils sont sortis. Quand ils sont sortis, donc il a crié. Donc descendre, sortez, la maison est en train de s'écrouler. C'est bon, certains ont sauté. Les autres n'ont pas. Bon, peut-être qu'ils s'est fatigués ou endormis. Ça s'est écoulé. Au-delà des pertes en vies humaines, cette catastrophe a également des conséquences économiques. Les commerçants dont les activités se développaient autour de l'immeuble voient aujourd'hui leur gagne-pain fortement affecté. Mon garage est cassé, tout seul, même les toilettes là. Les magasins qui étaient ici, ça a démoli. Voilà, une chance que bon, c'est là était la nuit parce que mes enfants, c'est là où ils se reposaient toujours. C'est arrivé à l'heure qu'ils étaient déjà tous rentrés. Par ailleurs, plusieurs habitants affirment que la mise en garde avait été adressée aux occupants de l'immeuble, les invitant à quitter les lieux. Des déclarations qui devront être vérifiées dans le cadre de l'enquête en cours. Cet immeuble-là, chacun entre là. On ne paye pas la location là-bas. Le monsieur là même en question est venu nous trouver, nous dit de libérer la maison, que la maison s'y va tomber un jour. Derrière ces explications, ce sont des vies bouleversées, une communauté encore sous le choc et des familles qui tentent de se reconstruire après cette tragédie.
Alors que l'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur les circonstances de l'effondrement, les habitants attendent désormais des réponses. Nous reviendrons sur ce sujet d'effondrement tout à l'heure dans le cadre du Grand Plateau. Yaoundé 5e, coup de balai dans les églises. Yaoundé 5e, coup de balai dans les églises clandestines. La pression se poursuit sur les églises de réveil opérant en marge de la réglementation. À Yaoundé 5, justement, le sous-préfet François Mabaya Isomba a lancé une opération de fermeture de plusieurs lieux de culte illégaux. L'autorité administrative a rappelé les règles encadrant l'ouverture des églises, dénonçant au passage la transformation de domiciles en lieux de prière ainsi que les nuisances sonores liées à certaines célébrations religieuses. Le reportage de Sébastien Oyebe et Nickel Tiwa. Carrying out the Minister of Territorial Administration's order to shut down 1,400 clandestine revival churches was the divisional officer of Yaoundé 5, François Mabaya Isomba. The administrator toured his area of jurisdiction as he sensitized the church owners on the decree regulating the establishment of churches. Il n'y a plus de sous-traitance. C'est-à-dire que les églises autorisées ne prennent pas le décret. Ils vendent ça aux pasteurs dans les quartiers. C'est interdit. Les églises autorisées ne vendent pas le décret, aux différents pasteurs pour que chaque pasteur ouvre une église dans un quartier et ils mettent la lettre de médicament. Non. On est d'accord, non? Voilà. Donc, désormais, votre église est fermée. As he moved around to close illegal churches, the DO came across a residence that had been converted into a place of worship. Dites au pasteur que le sous-préfet là, oui, ça c'est une église ou une maison d'habitation. C'est une église comme ça. C'est une église comme ça, avec tous les papiers. In one of the churches the divisional officer visited, he cautioned Christians before shutting it down to refrain from shouting at the top of their voices during worship. Tout le bruit que vous faites dans tout le quartier là, ça sert à quoi? Vous pouvez faire votre culte tranquillement entre vous. Vous priez Dieu comme tout le monde fait. Est-ce que vous êtes obligé de faire le bruit? Jusqu'à on me sort, je suis obligé de sortir dimanche. Parce que les gens au quartier disent qu'ils ne respirent pas avec vous. Même Dieu n'a pas accepté que vous fassiez le bruit et les gens ne dorment pas chez eux. Similar exercises have been carried out in other subdivisions in Yaoundé as the government intensifies its crackdown on clandestine revival churches operating without due process. Bafoussam, affaire Prince Jean-Claude Ngompé. Au lendemain de l'enquête exclusive de Balafon Média, Sa Majesté Nditak Ngompé Pelé, chef supérieur des Bafoussam, prend personnellement la parole dans cette affaire. Le souverain dénonce une agression frontale dont il affirme avoir été victime à la chefferie Foussep. Selon lui, le prince Jean-Claude Ngompé se serait introduit de force dans sa résidence privée, endommageant portes et fenêtres avant d'être maîtrisé. Le chef supérieur s'exprimait hier dimanche face à la presse. Le reportage de Franck Duroc-Tassanquin à Bafoussam. Quelques semaines après les événements qui agitent la chefferie supérieure Bafoussam et les accusations de violence visant les membres de la cour royale, le 97e roi de la dynastie Bafoussam a choisi de s'exprimer publiquement. C'est d'une agression frontale dont j'ai été l'objet de la part d'un prince du nom de Mbou Jean-Claude Digauché, qui, le 3 juin précisément, s'est introduit dans ma résidence privée, brisant toutes les vitres sur les portes, sur les fenêtres, et n'a été maîtrisé, heureusement, que, en fait, quand son forfait était déjà fait. Face à la presse, le monarque évoque une attaque contre sa vie personnelle. Selon lui, la question liée à la gestion de l'héritage de leur défunt père ne constituerait qu'un prétexte dans cette affaire. Vous pouvez vous rendre compte qu'il s'agit en réalité d'un acte qui en réalité vient commémorer les 1 an du feu qu'ils ont brûlé et le garage et la forêt sacrée de ce palais en juin et en mars 2025. Et donc aujourd'hui, ils sont venus donc, je crois même qu'en réalité, c'est ma vie personnelle qui a été mise en jeu et je crois qu'en retour aussi, je dois pouvoir me préparer pour être prêt donc à toutes les éventualités possibles. Parce que, imaginez-vous un seul instant, que j'étais dehors ou bien que j'étais quelque part en train de me promener et que personne n'était autour de moi. Qu'est-ce que cela aurait donné? Si peut-être il est plus fort que moi, je crois qu'il m'aurait probablement assassiné. Le souverain
estime également que le peuple bafoussam traverse une période de turbulence qu'il attribue à l'action des forces internes et externes, cherchant, selon ses thèmes, à déstabiliser son règne. Donc peut-être c'est le moment le plus propice pour que nous soyons effectivement au fait de qu'est-ce qui traumatise ce peuple depuis un certain temps et dont on m'indique que tout cela vient que autour de moi, avec des complices tant internes que externes. Sa Majesté Nditak Ngompe Pele dénonce par ailleurs un acharnement et une campagne de sabotage dont il affirme être la cible depuis plusieurs années. Je ne surprends pas parce qu'en fait il ne s'agit pas du premier événement de sabotage, de la haine dont on voudrait diriger vers ma personne. Et vous savez qu'ils ont leurs influenceurs, dont régulièrement ils sortent souvent des idées pour tout acte que nous posons à Bafoussam, pour justifier parfois leur manipulation et leur haine. Et en tant que patriarche aujourd'hui, parfois, si nous ne réagissons pas, c'est parce qu'on se dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Toutefois, cette prise de parole ne met pas en terme aux interrogations soulevées par cette affaire, notamment sur les violences présumées dont aurait été victime le prince Jean-Claude Ngompe. Ce dernier affirme avoir déposé une plainte visant le chef supérieur des Bafoussam. Voilà donc qui est clair. En santé, VIH, le Cameroun mise sur le PrEP injectable. Le Cameroun renforce sa riposte contre le VIH-Sida avec l'introduction de la PrEP injectable, une nouvelle méthode de prévention à longue durée d'action. Si le taux national de prévalence est en baisse à 2,6%, les disparités demeurent importantes, notamment chez les femmes et les populations clés, avec Douala parmi les zones les plus exposées aux nouvelles infections. À travers cette innovation, le ministère de la Santé publique entend renforcer la prévention et accélérer la lutte contre le VIH. Reportage Jessica Tenos-Maché. Le Cameroun continue de faire reculer le VIH. Selon les résultats de l'enquête Camfia, la prévalence chez les personnes âgées de 15 à 49 ans est désormais estimée à 2,6%. Une amélioration encourageante qui ne doit toutefois pas masquer les disparités persistantes, souligne le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Les récents résultats de l'enquête Camfia 2024-2025 renseignent premièrement que la prévalence nationale du VIH chez les personnes âgées de 15 à 49 ans est estimée à 2,6%, indiquant ainsi une baisse comparée à 3,4% observée entre 2017 et 2018. La prévalence est plus élevée chez les femmes, soit 3,6% par rapport aux hommes qui sont à 1,6%. Les femmes demeurent près de 2 fois plus exposées que les hommes. Quant aux populations dites clés, elles continuent de concentrer une part importante de l'épidémie, avec des taux de prévalence pouvant atteindre 24%. Douala figure parmi les principaux foyers des nouvelles infections dans le pays. L'épidémie demeure concentrée chez les populations clés, notamment les travailleuses de sexe, les usagers de drogues injectables, les personnes transgenres, mais davantage chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Le taux global d'infection récente était de 2,6%, allant de 1,5% à Yaoundé à 3%, soit 6 sur 198 à Douala chez les populations à haut risque. L'incidence allait de presque 0% à Yaoundé à 0,53% à Douala, faisant de Douala la ville la plus vulnérable. Face à cette réalité, le gouvernement mise sur une nouvelle approche de prévention. Il s'agit notamment de la prophylaxie pré-exposition PrEP, déployée auprès des populations clés et les personnes à haut risque afin de prévenir l'infection avant toute exposition au virus. Administrée à intervalles espacés, cette méthode à longue durée d'action vise à améliorer l'adhésion à la prévention et à réduire le nombre de nouvelles infections. Une innovation sur laquelle les autorités sanitaires fondent de nombreux espoirs pour accélérer la riposte contre le VIH.
À présent, allons à Ngaoundéré, des vacances engagées contre les violences. À Ngaoundéré, la jeunesse veut faire entendre sa voix contre les féminicides et les violences faites aux femmes et aux enfants. Réunis autour du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, les jeunes de l'Adamawa entendent mettre ces grandes vacances au service de la sensibilisation, du civisme et du vivre ensemble. Les précisions de notre correspondant à Ngaoundéré, Amadou Bello. Les vacances prennent cette année des allures d'engagement citoyen en Ngaoundéré. Réunis autour du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, les jeunes de l'Adamawa ont décidé de faire de la lutte contre les féminicides et les violences faites aux femmes et aux enfants leur principal combat. Nous allons sillonner tous les sites où seront organisés les championnats de vacances, le jeu Kermessa est là, pour que chaque jeune à tous les coins soit touché, travailler en collaboration avec les leaders traditionnels. Les leaders religieux mettent l'accent sur les langues nationales. La cérémonie de lancement de la 11e édition de l'opération Vacances citoyennes et patriotiques a rassemblé de nombreux jeunes au stade Doumbé Oumar autour d'activités sportives, culturelles et récréatives. Matchs de football, récital de poèmes ou encore course au sucre à la corde. Mais au-delà de l'aspect festif, le message est clair. C'est un message d'abord de citoyenneté, de patriotisme, d'acceptation de l'autre, mais également de respect de la République. On parle beaucoup plus de violences faites aux enfants, on parle de féminicide. Il faudra que chacun, à son niveau, puisse jouer pleinement son rôle. Pour les initiateurs, il s'agit de faire des vacances un temps utile, placé sous le signe du civisme, de la responsabilité et du vivre ensemble. C'est une campagne qui va viser à lutter contre toutes les violences sous toutes les formes et ensuite de réaffirmer, n'est-ce pas, les valeurs culturelles, les valeurs patriotiques pour l'ensemble des citoyens camerounais. À travers cette campagne, les jeunes de l'Adamawa espèrent contribuer à la construction d'un environnement plus sûr pour les femmes, les enfants et plus largement pour l'ensemble de la société. Et si on allait à Fumbot, où les vacances ont un goût d'arachide et de pommes de terre? À Fumbot, les grandes vacances ont toujours un parfum de travail et d'anticipation. Pour préparer la prochaine rentrée scolaire, de nombreux jeunes se lancent dans la vente d'arachides fraîches et de pommes de terre. Brouette en main, ils sillonnent les rues de la ville avec l'espoir de réaliser quelques économies qui seront utiles pour la reprise des classes. Le reportage de notre correspondant, Sidik Djingou. Ici, au lieu du 2e rue, au marché de Fumbot, les brouettes chargées de pommes de terre et d'arachides fraîches se succèdent et parfois s'alignent côte à côte. Derrière ces étals improvisés, ces élèves et étudiants qui ont choisi ce petit commerce pour préparer la prochaine rentrée scolaire. Je vends ça aussi pour pouvoir aider mes parents à acheter les fournitures scolaires. Oui. Aider ma mère à payer ma pension. Dans cette activité, les recettes varient d'un vendeur à l'autre, mais tous s'accordent sur un point. Les revenus générés sont loin d'être négligeables. 2500, 1500, 1000 francs. Bon, le sac de pommes, nous, on achète ça à une somme de 20 000. On gagne en fait 4 000, on peut vendre à 26 000 et on gagne 4 000 à l'intérieur. Si les arachides fraîches sont généralement achetés sur place à Fumbot, il faut pour ce qui est des pommes de terre se rendre jusqu'à Bafoussam pour s'approvisionner. C'est ma mère qui prend mes produits à Bafoussam et me ramène ça pour revendre. Je me ravitaille chez les jardiniers qui enlèvent ça dans leur chambre pour venir vendre en ville. La concurrence est forte, tant le nombre de jeunes engagés dans cette activité est important. Pour espérer attirer la clientèle, la qualité du produit reste l'un des principaux atouts. Je suis déjà ici là parce que ce monsieur-là, la qualité, et il est un peu plus moins cher que d'autres personnes. Ces arachides sont de bonne qualité aussi, ils vendent bien en fait. Mais l'activité n'est pas sans difficulté. Entre les longues heures passées sous le soleil, les pluies imprévisibles et les ventes parfois irrégulières, les défis sont nombreux. Parfois, il y a des clients qui viennent, je leur taxe le cas à 1200, ils refusent. Ils disent qu'ils veulent le cas à 1000 francs. En cette période de vacances scolaires, ce jeune s'efforce à gagner quelques revenus pour préparer la rentrée scolaire, tout en faisant leur premier pas dans la vie active.
De courage donc à tous ces jeunes qui s'activent pour réaliser quelques économies. En politique, le PCRN bat le rappel des troupes. Justement, le PCRN affûte déjà ses armes pour les prochaines échéances électorales. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a procédé à l'installation de son bureau départemental de la MIFI dans la région de l'Ouest. Ses responsables auront notamment pour mission de renforcer l'implantation du parti sur le terrain et d'encourager les citoyens à s'inscrire massivement sur les listes électorales avant la clôture des opérations le 31 août prochain. Le reportage de Joël Ferdinand et Wanet. 13 responsables au total composent désormais le bureau départemental du PCRN dans la MIFI. Ils ont été installés par Jean-Louis Batoum, secrétaire national chargé de l'organisation et des ressources humaines du parti, avait pour mission de renforcer l'implantation du PCRN dans le département à l'approche des prochaines échéances électorales. Le bureau doit se mettre au travail, ratisser l'âge, se rassurer que tous les MIFiens possèdent une carte d'électeur, se rassurer également que tous les MIFiens ont lu le projet de société du PCRN de l'honorable Cabral Libi, se rassurer également que la plupart des MIFiens peuvent constituer des listes en vue des élections législatives et municipales. Pour les nouveaux responsables, cette installation marque le début d'une nouvelle phase d'organisation et de structuration du parti dans le département. Le travail ne commence pas aujourd'hui. Le travail a commencé depuis. Et là, le président national vient juste de donner des armes régaliennes, les armes législatives, pour que quand nous marchons sur le terrain, qu'on soit sûr que oui, et également les gens qui vont sur le terrain sont les gens installés. C'est pour ça que nous avons voulu cette légalité-là. Donc on travaille déjà, mais on a besoin d'une légalité pour travailler plus dur. Militants et sympathisants disent attendre de cette équipe un travail de proximité auprès des populations, mais aussi une intensification des actions de sensibilisation en faveur des inscriptions sur les listes électorales. Désormais, la MIFI doit faire avec le PCRN. Nous avons les échéances électorales qui arrivent, locales. Nous allons conquérir, nous allons aller à l'assaut des différentes mairies de la MIFI, c'est-à-dire Bafoussam 1er, 2e et 3e, et voire même les députations. Désormais en fonction, le nouveau bureau départemental est appelé à traduire ses ambitions en résultats sur le terrain politique et électoral. Bienvenue au Grand Plateau. Retour sur ce drame qui a causé au moins 6 morts et des blessés. Donc après l'effondrement ce week-end d'un immeuble de 2 étages dans le quartier Bonamoussadi. Selon les occupants chanceux ayant survécu à la tragédie, la pauvreté, le manque de logements abordables les poussent à trouver dans des structures, des coins peut-être pas sécurisés. Conséquence, même après avoir reçu des avis d'expulsion de la part des propriétaires, beaucoup affirment rester car le coût des loyers dans ces quartiers ou alors dans les quartiers sécurisés sont justement et tout simplement hors de portée. Jiré Sazangue et René Marquez se sont entretenus avec quelques victimes après ce tragique accident. Reportage. It was a black Saturday in the Bonamoussadi neighborhood as family members reeled and mourned the loss of relatives who tragically died in a building collapse. The cause of the collapse of the abandoned 2-story building, which felt like a house of cards, has not been established. There are speculations that the heavy downpour on Friday night into Sunday have been a contributing factor. According to some of the occupants, most of them who are from northern regions, limited finances are the main reason they inhabit abandoned buildings. On peut te donner 50 000 francs le mois. Maintenant, pour aller prendre la maison de au moins de 30 000 avec la charge que tu as, tu n'arrives pas. Raison pour laquelle nous refusons dans les chantiers, nous restons. J'ai déjà fait 8 ans ici. Quand la maison était encore un peu bien, mais au moment là, on nous aidait seulement parce qu'on ne pouvait pas louer soit une grande chambre, soit à 10 000. On nous aidait seulement parce qu'on n'avait pas d'où d'habiter. Even before the incident, the building's occupants stated that the owner had already served them
with a quick notice but fell on deaf ear. Au moment où on cassait les maisons, le bailleur même est venu nous voir. Que maintenant là, je ne vous prends plus 5 francs. Je ne prends plus 5 francs chez vous. Donc, je vous demande de partir. Et si vous ne partez pas, vous restez encore là. Si quelque chose vous arrive, ça ne m'engage pas. Et il est parti au commissariat valider. Il est venu donner à chacun le bout de papier. Mon bout de papier est encore dans ma chambre. C'est parce que les gens ont vu que c'est une maison qu'on ne paye pas. Chacun vient, comme celui qui vient de mourir, quand on vient de retirer son corps là. Il vient seulement se coucher dans le canapé là-bas à l'entrée. Il n'habite pas avec nous. The mayor of the Douala 5 Council, Richard Ufengwang, admits that abandoned structures are a real problem in Douala and that demolishing them requires due procedure. Vous savez, dans notre pays, il y a une longue procédure. Et je n'ai pas la possibilité de venir détruire un bâtiment sans que la procédure soit bouclée. Parce que lui, il a son titre foncier, il a construit sa maison, il a le certificat d'urbanisme, il a le permis de bâtir. Je saurais comment venir détruire une maison qui a tous les éléments. At press time, at least 6 people, including children aged 2 and 4 and their father, were confirmed dead. 6 other people are receiving treatment for injuries at medical facilities in Douala, including the Douala Regional Hospital. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie donc, du Grand Plateau, effondrement d'immeubles à Douala, pourquoi le phénomène persiste. C'est notre thème ce soir. Et pour en parler, un expert en gestion des projets de construction et ingénieur en génie civil, le docteur Fomo Bruno est avec nous. Merci, docteur, d'être venu. Bonsoir, madame. Merci. Bonsoir. Voilà encore un drame qui a secoué la ville de Douala, et il faut rappeler que les effondrements d'immeubles sont courants dans notre région, particulièrement dans notre ville. C'est quoi le problème fondamental de ces effondrements qu'on observe depuis quelques années? Alors, avant de répondre à votre question, je vais observer également avec vous qu'en dehors du cas de Bonamoussadi, il y a un cas récent à Bépanda. Récemment, donc, on a observé. Et malheureusement, là-bas, ça n'a pas eu autant de morts qu'à Tout à fait, il y a eu 5 victimes, voilà, dont un mort. Voilà. Alors, la question est celle de savoir pourquoi. Ben, je ne dois pas passer par 4 chemins. Ce n'est qu'une défaillance humaine à toutes les étapes du projet, du sol, de la conception à l'exécution, au suivi et même jusqu'au niveau administratif. C'est la défaillance humaine. Voilà. Si on va, du moins, en commençant au niveau de la permission, parce qu'il faut dire qu'avant de bâtir, il y a un permis de bâtir. Comment expliquer qu'on retrouve quand même des maisons qui sont dans des zones jugées à risque et qui vont jusqu'à construire du moins, j'ai envie de dire, à réaliser des plans de construction qui ne sont pas adaptés à la qualité du sol? Quel est le problème? Oui, on peut justement se poser la question, pourquoi est-ce que la communauté octroie le permis de construire et qu'à la fin, on a toujours ce genre de problème. C'est vrai que quand la communauté octroie, il y a un certain canevas qui vérifie de l'étude du sol, des études structurales, et même, il exige même un ingénieur dans le suivi des travaux. Mais est-ce que sur le terrain, c'est ce qui se passe? C'est la question qu'il faut se poser. Exactement. Et alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Sur le terrain, on observe un comportement autre, qui est le comportement attendu par l'administration, par exemple. Et je peux vous dire, pour aller tout droit dans le but, que lorsqu'on va parler des causes d'effondrement, il y a plusieurs écrits là-dessus, il y a plusieurs articles qui ont été écrits là-dessus à chaque fois qu'il y a effondrement. Je peux citer comme ça le document de Didier Foucault, le professeur Didier Foucault, le document de M. Bikoko et d'autres, j'en passe, M. Tchamba, j'en passe, qui ont parlé de ce cause d'effondrement. Et l'un parlait, il a situé en 4 catégories ces causes-là. La première catégorie, c'est la cause géotechnique qui émane du sol. Effectivement, vous avez mentionné dans vos propos tout à l'heure les gens qui construisent dans des zones marécageuses. Mais justement, il y a des zones qui nécessitent une certaine norme, c'est-à-dire une technologie autre pour pouvoir réaliser dans ces zones-là. Est-ce qu'ils prennent ces dispositions? Non. Alors, la deuxième cause, c'est la cause des matériaux. Il y a des gens, justement, la communauté vous a donné le permis de construire, effectivement. Est-ce que sur le terrain, vous respectez le dosage? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que la qualité de matériaux utilisés respecte les normes?
C'est de ça qu'il est question. Donc, plusieurs essayent de jongler entre matériaux, entre le suivi, et c'est pour ça qu'on peut le dire sans risque de se tromper, que la qualité des matériaux peut être l'une des causes. D'ailleurs, je peux appuyer ce que je viens de dire par l'étude faite par Didier Fauquois entre 2006 et 2016 sur 35 cas d'effondrement révèle que la cause principale, ou alors les causes principales sont d'ordre structurel. Il parle de la défaillance structurelle et l'absence d'études structurelles qui est de l'ordre de 53%. C'est quand même inquiétant parce qu'on parle de la qualité du matériel. Il faut dire que celui qui construit ne fabrique pas lui-même le matériel. Il va forcément, dans un point de vente, acheter du matériel. Comment un matériel de mauvaise qualité, un matériel qui n'est pas adapté à la construction d'un bâtiment, fait pour se retrouver, du moins devant le public, quel est le processus de mise en vente du matériel de construction? Il y a quand même une base, il y a quand même des règles et des conditions à remplir pour pouvoir vendre un matériel de construction. Alors, qu'est-ce qui explique qu'on se retrouve dans une situation où la principale des causes est justement liée à la qualité du matériel? Très belle question, parce que justement, est-ce que vous savez qu'on retrouve sur le marché parfois des ciments frélatés? Bien, justement, l'État fait ce qu'il peut, mais c'est difficile pour l'État de contrôler jusqu'à dans vos chambres. Vous trouvez parfois du ciment qui porte le nom, je veux dire, d'un fournisseur de ciment reconnu, mais en réalité, ce qui est dans le sac n'est pas la qualité. Parce que les gens ont des petites usines au quartier, on sait où, qui fabriquent le leur. Donc, vous voyez, donc, si on passe sur cette base, on peut comprendre pourquoi il peut y avoir des fuites de matériaux de qualité sur le marché. Vous allez voir, on va vous parler de fer de diamètre 6, mais en réalité, si vous mesurez, ce fer noir jamais de diamètre 6, ça serait 5, et poussière. Diamètre 10 aujourd'hui, il y a quelques années en arrière, quand on parlait de fer de 10, quand vous regardez, même ne serait-ce que sur le plan visuel, vous pouvez apprécier, n'est-ce pas, la section de ce fer. Mais aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de fer, lorsque vous faites un dimensionnement qui vous donne le fer de 10, par exemple, vous avez même peur d'utiliser ce fer. Vous avez tendance peut-être, si vous voulez la sécurité, à prendre la gamme supérieure, qui est le fer de 12, par exemple, pour être en sécurité. Parce que sur le marché, effectivement, il y a des sections qui ne respectent pas les normes. Est-ce que finalement l'État n'est pas aussi... complice? Oui, complice, parce qu'on pense qu'il y a forcément un comité de contrôle de tous ces matériaux qui sont mis en vente. Oui, on peut croire que l'État est complice, mais comme je vous ai dit d'emblée, que les causes sont dues à la défaillance humaine, l'État peut bien mettre sur pied toutes les procédures, mais ce sont les hommes qui sont dans cette chaîne. Et l'État, vous faites confiance. Mais si vous arrivez sur le terrain et que vous êtes susceptible d'être véreux ou d'être corrompu, qu'est-ce que l'État peut y faire? Ça veut dire qu'il faut établir les responsabilités. Il faut justement vérifier, établir les responsabilités. Il faut remonter la chaîne. Voilà. Il faut remonter la chaîne, que ce soit au niveau de l'octroi des permis de conduire, au niveau du contrôle de la qualité du matériel et tout. Mais on va revenir un peu sur ces bâtisses quand même qui ont respecté les normes de construction, qui ont respecté la qualité du matériel. Il y a quand même des bâtiments qui sont assez vieux et qu'on a identifiés. Il y a près plus d'une centaine dans la ville de Douala qui sont identifiés comme étant des bâtisses qui sont, entre autres, des bâtisses qui présentent des défaillances et qui peuvent, du jour au lendemain, s'effondrer. Alors, si on retrouve aujourd'hui encore des personnes qui sont dans ce genre d'immeuble, à qui la faute? Ben, il faut aussi, on a beau le dire, à un certain moment, il faut que l'État assume sa responsabilité. S'il y a des immeubles qui sont sensibles de tuer les Camerounais, je pense qu'à un certain moment, l'État doit prendre... J'ai suivi l'interview du monsieur le maire de Douala 5e qui disait ben, il ne lui revient pas de tuer un bâtiment qui a tous les documents. C'est vrai, ça veut dire qu'à un certain moment, lui-même, il n'a pas tout le pouvoir. Donc, il faut qu'on essaie de voir qui peut donner l'autorisation, parce que de laisser un bâtisse comme ça tomber et qu'à la fin, qu'on en résiste des morts, je crois qu'on pouvait anticiper et mettre ce bâtisse hors d'état de nuire. Donc, je crois à un certain moment également que l'État va taper la main sur la table pour pouvoir éradiquer ce genre de phénomène. L'État va frapper la main sur la table. Frapper là, voilà. Ça peut arriver et ça va arriver certainement. Mais déjà, vous,
que dites-vous? Vous êtes quand même un expert en gestion des projets de construction. Quel est le conseil que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui ont forcément un terrain, peut-être dans des zones pas à risque, mais qui ont peur de construire aujourd'hui? Si on veut construire, quels sont les éléments qu'il faut rassembler avant d'engager un projet de construction? D'ailleurs, même avant d'acheter votre terrain, il faut d'abord se faire accompagner. Le tout n'est pas de se lever et dire j'ai acheté mon terrain dans tel quartier. Il faut acheter le terrain en fonction, c'est-à-dire que tenir compte de vos moyens pour pouvoir bâtir quelque chose de solide. Si vous achetez, par exemple, et j'ai l'habitude de dire, ça ne vaut pas la peine d'acheter un terrain de 2 millions dans une zone marécageuse pour mettre, par exemple, un immeuble de 100 millions là-dessus. Parfois, je conseille, mieux vaut acheter un terrain de 100 millions et bâtir une maison de 2 millions sur ce terrain. Parce que c'est le terrain qui fait votre ouvrage. Et puis, à quoi c'est bon d'acheter un terrain, prenons l'inverse, de 2 millions et mettre un bâtisse de 100 millions là-dessus? C'est quand même absurde. Donc moi, ce que je dis aux gens, faites-vous accompagner par des professionnels. Identifiez ceux qui peuvent vous accompagner. Il y a des cabinets d'architecture partout dans la ville. Allez vers les architectes si vous avez peur de tomber sur un mauvais professionnel. Cherchez des cabinets, parce qu'ils sont au moins crédibles, parce qu'ils ont un nom, ils ont un endroit où on peut les trouver. Et je pense que tous ceux qui ont un cabinet structuré et qui payent leurs impôts ne peuvent pas s'amuser à jouer avec leur image, leur notoriété. Donc, la faute revient même parfois à la population, parce qu'on veut tellement... Bon, on peut aussi mettre sur jongler, il y a aussi on peut les aussi moyens. mettre sur le coût de vie, parce que c'est pas aussi facile. Ça dit, on a besoin tellement, le bailleur nous a tellement mis tellement de pression qu'on a envie de vite libérer et on se retrouve dans une situation. Donc, parfois aussi, il faut comprendre que c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais il faut préserver la vie. Mais quand même, on donne des conseils. C'est même pas parce que c'est pas facile qu'on va vous envoyer dans des endroits, dans des mouroirs, en fait. Donc, on vous donne des conseils, on vous dit ce qu'il faut faire. Donc, vous voulez construire, faites-vous accompagner dans l'achat de votre terrain. Après l'achat de votre terrain, allez vous faire concevoir un plan chez un architecte, pas chez un dessinateur, parce que c'est l'erreur à faire. Chez un architecte. Après ça, vous faites les études. Les études englobent les études géotechniques en fonction du type d'ouvrage. Parce que si c'est une villa, c'est autre chose. Si c'est un immeuble, c'est autre chose. Donc, vous faites vos études géotechniques pour voir la portance, identifier la portance de ce sol. Et c'est avec ça qu'on fait les calculs de structure qui vont vous permettre de réaliser un ouvrage solide. Donc, si vous le faites, je suis sûr. Et enfin, vous choisissez quelqu'un pour vous accompagner dans le suivi, parce que le suivi est également important. Le suivi. Surtout quand vous n'avez pas l'expertise nécessaire pour pouvoir suivre la construction d'un ouvrage, faites-vous toujours accompagner par quelqu'un. Même si vous avez confié à un entrepreneur, choisissez quelqu'un d'autre qui doit être votre représentant sur le plan technique et vous dire s'il fait bien ou pas. Voilà, avant de sortir, il faut quand même relever le fait que c'est sans doute pas la dernière. Du moins, c'est pas le dernier drame. Si on veut... Je souhaite que ce soit le dernier. Voilà. Est-ce que vous avez quand même identifié des immeubles qui sont dans cette situation à risque d'effondrement dans la ville de Douala? Est-ce qu'il y a des points quand même qu'on peut noter et dont il faut rapidement agir? Non, il faut dire, je n'ai pas besoin forcément d'identifier. Même déjà, même les immeubles qui ne sont pas dans cet état... même lors de la construction, il y a des chantiers, quand nous visitons, on se rend compte que c'est un danger même pour le propriétaire. Parce que quand on regarde la mise en œuvre, on se pose bien les questions de savoir qui est derrière ce genre de projet. Quand on regarde la manière dont les choses se passent, quand vous passez dans un chantier, vous trouvez un tas de sable rouillé qui est versé dans ce chantier et qu'on est en train de faire, de confectionner un béton pour la structure, vous posez la question, à quoi ce monsieur s'attend? Donc, c'est un risque. Même ce genre de chantier, on devait stopper directement. On devait stopper. Donc, moi, je pense qu'à un certain moment, on va vous dire, la communauté ne peut pas jouer aux gendarmes derrière tous les chantiers, mais il faut... Peut-être qu'ils le font déjà assez, je ne sais pas. Je n'ai pas d'argument pour pouvoir dire qu'ils ne le font pas ou qu'ils le font. Donc, il faut encore plus se déployer sur le terrain et contrôler même ce qui est en cours d'exécution, même après avoir octroyé le permis de construire. Voilà. Je pense qu'on a
On a parcouru l'ensemble. Vous souhaitez peut-être quelque chose, ajouter quelque chose en ce qui concerne la construction, surtout sur la terre de Douala? Effectivement, il faut noter que la terre de Douala n'est pas comme la terre de Yaoundé, l'ouest et autres. C'est un sol sableux, c'est un sol où la nappe phréatique est presque à la surface du sol. Donc, la construction à Douala demande une certaine rigueur. Pas comme dans d'autres villes. Je ne veux pas dire que même dans d'autres villes, il ne faut pas de rigueur. Donc, si vous voulez construire à Douala, franchement, il faut prendre des dispositions constructives. Il faut respecter les normes. Il ne faut pas chercher à faire d'économies pour que demain, on se retrouve dans des cas comme celui de Bounamous, Bepanda et autres. Donc, il faut respecter, faites l'effort de respecter les normes. Respecter les normes et surtout avoir un expert qui est là pour faire le suivi, parce qu'on peut bien mettre 800 000, 3 millions sur une fondation et après on se retrouve dans un échec total. Donc merci beaucoup, je vous en docteur Fomo Bruno, d'être passé. Je rappelle que vous êtes ingénieur en génie civil et expert en gestion des projets de construction. Merci d'être passé. Je vous en prie, merci également. Merci également à vous d'avoir suivi. Nous vous laissons en compagnie de cet élément, longtemps contraintes de parcourir plusieurs kilomètres pour acheter leurs produits de beauté préférés. Les clients de Bon-à-Bon peuvent désormais les retrouver à 2 pas de chez eux. À Oza, JD Cosmétiques vient d'ouvrir une nouvelle parfumerie, une implantation qui répond à la demande d'une clientèle de plus en plus nombreuse dans cette partie de Yaoundé. Proximité, qualité et accessibilité sont les maîtres mots de cette nouvelle adresse. Je vous laisse déguster en images ces éléments. On se retrouve demain, s'il plaît à Dieu. Ce matin à Oja, Dorian franchit avec le sourire les portes d'un tout nouveau magasin JD Cosmétiques, fraîchement installé dans son quartier. Cliente fidèle depuis plus de 5 ans. Enfin, elle ouvre à Mbokaban dans les environs de mon quartier. Je suis super contente parce que ici, je vais pouvoir retrouver tous les produits que j'ai l'habitude d'utiliser et notamment le produit Sud Family qui est derrière moi. Je suis très ravie. C'est un produit qui est vraiment excellent et je suis super contente. Elle se souvient encore des trajets vers les anciennes agences, parfois éloignées, pour s'approvisionner en produits de soins qu'elle affectionne particulièrement. Alors avant, c'était pénible dans la mesure où il fallait se déplacer soit vers Mokolo, leur première agence, ou alors Etouji, pour avoir vraiment la qualité du produit qu'on recherchait, ou alors pour avoir le produit en lui-même. Donc je pense qu'avec le fait qu'il soit venu ici, ça va vraiment résoudre ce problème-là de distance ou alors de qualité de produit aussi. Aujourd'hui, l'ambiance est festive. Le ruban inaugural vient d'être coupé sous les applaudissements des responsables et des premiers clients venus découvrir l'espace. Vous pouvez observer autour de vous des scans analyses avec nos démo-conseillers spécialisés dans le domaine. Ça, c'est un nouveau projet de JD Cosmétiques. Donc, nous avons décidé ainsi dans notre politique d'avoir des produits de qualité. Du côté de la direction, JD Cosmétiques affiche clairement sa vision. Nous offrons des produits de qualité déjà, adaptés à toutes les carnations. Que vous soyez de carnation peau noire, peau brune, peau claire, teint métisse, vous trouverez votre compte ici à la parfumerie Bokaban. Alors, chez JD Cosmétiques, nous associons la qualité, le prix, la disponibilité et la proximité. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a envie de dire, nous comptons sur la proximité parce que nous avons des demandes, nous sommes là pour satisfaire notre clientèle. Donc aujourd'hui, on mise sur la proximité avec nos clients. Voilà pourquoi il faut choisir la parfumerie JD originale. Alors ici, nous offrons des produits made in Cameroun, américains, français, adaptés justement, j'aime bien le dire, à toutes les bourses. Donc, n'hésitez pas à passer du côté de Mokolo. Nous sommes situés à côté du supermarché d'Offre, du côté de Etoudi au niveau du centre commercial, boutique 21. Et ici au Carrefour, au grand Carrefour Bokaban, vous trouverez également la parfumerie. Installée à Oja, cette nouvelle parfumerie marque une étape supplémentaire dans l'expansion des JD Cosmétiques qui annonce déjà d'autres ouvertures à Yaoundé et Douala. Ce matin à Oja, Dorian franchit avec le sourire les portes d'un tout nouveau magasin JD Cosmétiques, fraîchement installé dans son quartier. Cliente fidèle